C'était comment avant? C'était bien. On faisait des cabanes de partout. D'ailleurs, ça a toujours été le coin, là-dessus. Ça a toujours été le coin des cabanes. Et ouais. Non, mais on s'emmerdait pas trop quand même. On s'occupait, moi je jouais beaucoup aux petites voitures. Je faisais beaucoup des jeux seuls en fait. Et l'isolation par rapport à Saint-Martial? Mais moi j'avais un vélo, j'y allais très souvent. Ah oui. Ah ouais, moi l'été j'y allais. On faisait le tour de Saint-Martial comme des fadas. On se retrouvait une petite vanne et allez, on faisait les pires conneries aussi, mais bon. Et voilà, c'était un temps. Maintenant, c'est vrai que tout va trop vite, sûrement. Mais c'était une belle époque. Bruno est né en plein cœur des Cévennes il y a 42 ans. Il y a vécu toute son enfance dans le grand mas familial, avec ses traditions et ses contraintes. Aujourd'hui, la plupart des exploitations de ce type ont été transformées en résidences secondaires, et toute la civilisation cévenole disparaît petit à petit. Nostalgie ? Non, plutôt un hommage à ces anciens qui ont façonné le paysage pour y vivre et y grandir. Tout en nous faisant visiter son domaine, Bruno va nous parler de ce passé pas si lointain et nous faire découvrir des trésors en voie de disparition. En face, on a Saint-André, c'est-à-dire c'est un versant au couchant. Et là on est sur un Ubac, un versant au levant. Donc la différence qu'il y a flagrante entre les deux, c'est qu'en face c'est du chêne et là c'est du châtaignier. Parce que le châtaignier aime plus la fraîcheur que le chêne. Le chêne supporte plus facilement un sol sec et aride. Enfin aride, c'est pas si aride que ça, mais bon. Tandis que le châtaignier, lui, il lui faut de la fraîcheur pour pousser. Donc, et là c'est une forêt qui n'a pas été plantée là par contre. Ça c'est un bois endémique, c'est-à-dire qui a toujours été là. Et là où on passera aux coulettes, en fait c'est une châtaignerie qui avait été plantée entièrement parce qu'il devait y avoir que du chêne. Ils avaient coupé les chênes, monté des murettes et planté des châtaigniers. Donc là c'est vrai qu'il y a du schiste, c'est plus logique de voir des châtaigniers. D'ailleurs là il y en a un vieux spécimen que des chênes. Mais bon. Ça, en fait, c'est un vieux châtaignier qui a été greffé. Le tronc d'origine, il est mort. Il est mort par le chancre, en fait. Et cette maladie, en fait, on la retrouve sur les jeunes pousses. Tu vois, ça, là, le bois, il est sain à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'altération, pas de... Et dès qu'on descend le long du tronc, là, on le voit mieux sur celui-là. Tu vois, celui-là, là, il est sain. Et dès qu'on arrive là, voilà, ce genre d'écorce qui se boursoufle, ça c'est le chancre. C'est-à-dire c'est une maladie qui part du pied, qui monte progressivement, qui affaiblit les branches et qui les fait crever. Il n'y a rien pour... Enfin, non, il n'y a pas de... Ça pour l'instant... de traitement Non. Le traitement, si, il y aurait un truc, c'est un truc de longue haleine, mais bon, il faudrait avoir passé sa vie à la consacrer à ça, quoi. Il faudrait tailler le bois mort, le racler. Une fois que ça c'est raclé, en fin de compte, il faut nettoyer les outils. Je veux dire, c'est presque du boulot de chirurgien, quoi. Et là, au niveau des racines, c'est bon. Il vivra toujours, il est bien enraciné. Et donc, quand le vieux tronc va tomber, le renouveau il est là en fait. C'est des petits rejetons qui sortent, ça grossit toujours, et puis ainsi de suite. Et puis, et ça fait un arbre. Et c'est le renouveau et c'est la vie. Voilà, les vieux ils meurent, les jeunes poussent et puis ainsi de suite. Ainsi va la vie. C'est comme la vie. On remarque bien, le châtaignier qui nous ressemble quelque part un peu parce que bon, mais voilà, les grands-parents meurent et les jeunes poussent.
là, c'est la clé de Kamal. Et c'était construit uniquement dans le but de sécher les châtaignes. Alors la clède, c'est un endroit Où où on sèche les châtaignes. Donc ramassage à quelle Ramassage en octobre en général. Fin septembre, début octobre. Donc en fin de compte, il est ramassé partout, puisque tous les châtaigniers là, ils étaient greffés, donc ils produisaient. Il est ramassé. Fouguerolles était trop loin, donc ils ne pouvaient pas l'acheminer là-bas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un séchoir. Enfin, c'est un séchoir. Hein. C'est un séchoir gigantesque, c'est vrai. Mais bon. Tu as une idée du nombre de personnes qui pouvaient ramasser les châtaignes? Ça employait énormément de monde. Les familles entières y étaient consacrées. Hein. Ça veut dire du père, en passant par les enfants, les cousins, tout le monde participait au ramassage des châtaignes. Sur 15 jours, 3 semaines? Je dirais même presque pas loin de mois, parce qu'il y a plusieurs variétés de châtaignes. Ouais. Il y en a qui sont plus précoces que d'autres. Donc ils devaient commencer avec une certaine variété, et ils en avaient pour un bon mois à ramasser tout, quoi. Et le but après de cette châtaigne, c'est quoi? C'était pour manger, hein, en fait, hein, parce que ça, c'était pour faire de la farine, pour les manger en soupe. Ils faisaient les blanchettes aussi, c'est-à-dire donc pour pouvoir les conserver, ils étaient obligés de les sécher pour enlever l'écorce, en fait. Donc pour les sécher, plutôt que de les mettre au soleil et qu'elles se dorent la pilule, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient construit des séchoirs à châtaignes comme ça. C'est-à-dire que c'est un bâtiment, il y avait un plancher mais qui était aéré, parce qu'en fait, ils mettaient des genres de petits liteaux, ou de petits chevrons, hein, qui étaient espacés, qui laissaient passer l'équivalent d'un doigt, en fait. Donc par en dessus dans une clé, on le voit, d'ailleurs on ira le voir après, il y a toujours une porte d'entrée, d'ailleurs elle est de ce côté-là. Et donc ils amenaient les châtaignes par là, ils les étalaient au premier niveau, et puis dessous, pendant un mois au moins, ils faisaient un feu continu. D'accord. Donc ils alimentaient, ils récupéraient le bois qui était aux alentours, les branches mortes des châtaigniers, ouais. Elles servaient à faire le feu. Ouais. Pendant un mois, ils séchaient. Après, ils récupéraient, ils montaient dessus avec des gros paniers en osier ou en châtaignier. Ils récupéraient tout ça. Et généralement, comme la route n'est pas loin, l'ancien chemin, ils venaient avec une charrette, ils venaient récupérer la récolte. Ouais. Ils l'amenaient à Fouguerolles. À Fouguerolles, ils avaient ce qu'on appelle les moulins à châtaignes. C'est-à-dire qu'ils versaient ça dans un genre de grand bac. Ouais. Et puis c'était un mécanisme comme un ventilateur, en fait. Et les châtaignes tombaient là-dessus, elles se cassaient sur les pales. Donc on récupérait dans le bas, on récupérait tout ce qui était écorce, tout ce qui était un petit peu, tous les résidus, en fait. Hein. Et les châtaignes donc sèches, le fruit, était récupéré de l'autre côté. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les blanchettes. Hein. C'est-à-dire qu'après, ils pouvaient les conserver de l'un sur l'autre. Et puis au cœur de l'hiver, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ressortaient une poignée de blanchettes, ils les faisaient revenir dans de l'eau bouillante, et ils mettaient un petit peu de vin là-dessus, ça faisait leur soupe. C'est pour ça qu'on appelle le badjanat. D'ailleurs, quand on parle du badjanat, c'est ça en fait, le badjanat. C'est la soupe de châtaigne. D'accord. Et c'est l'arbre à pain, c'est vraiment la base d'alimentation. Ah bien sûr, ça a été la base de l'alimentation des Cévenols pendant des décennies. Hein. Ça, c'est la construction typique de la région. C'est-à-dire qu'en façade, on a une pierre qui fait linteau, et à l'intérieur, des bouts de châtaignier qui avaient été coupés en bonne lune, en fin de compte, pour terminer le linteau. Donc on trouve ce genre de construction partout dans la région. Tous les linteaux sont bâtis de la même façon. C'était l'emplacement d'une charbonnière. Le charbonnage en Cévennes a surtout été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'était pour faire fonctionner les gazogènes, en fait. Ils avaient besoin de charbon de bois. Donc, ils choisissaient, bien entendu, un bois de chêne vert, parce que c'est la meilleure essence pour faire du charbon de bois. Ils coupaient les chênes, ils les laissaient sur place pendant 15 jours, pour que l'eau contenue dedans s'évapore au maximum. Pendant ce temps, ils préparaient le terrain, donc ils faisaient une surface plane. Ils commencent à disposer donc la première partie, donc ça c'est le socle qui reste. Ils le posaient bien à plat. Ensuite,
Donc ils allaient récupérer le bois qu'ils avaient abattu, ils le débitaient en rondins, ils le triaient, les plus gros, les plus petits, ainsi de suite. Et puis, alors, une fois qu'ils avaient suffisamment de bois pour préparer le four, ils commençaient, en prenant le côté le plus large, ils le mettaient côté cheminée, et ils commençaient à ranger le bois comme ça au fur et à mesure. Donc un premier étage, ensuite un second étage en dessus, et ils finissaient par des petites branchettes jusqu'à la cime. Ils y mettaient le feu par la cheminée, avec une petite pelle qui était un peu retournée, ils préparaient un petit foyer, ils l'inséraient dedans, donc ça commençait à brûler au niveau du bas de la cheminée, Oui. et eux ce qu'ils voulaient pour faire le charbon de bois, il ne faut pas qu'il y ait des flammes, il faut que ça se consume doucement net. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait une ouverture en haut, à la cime de la cheminée, il la bouchait avec une lose. Comme ça, ils étouffaient, donc ça minait à l'intérieur, et puis une fois que c'était fait, donc là, à ce moment-là, ils commençaient à ouvrir le chapeau, ils commençaient à enlever le premier cerceau, et logiquement, ils récupéraient au milieu, en fin de compte, un gros tas de charbon de bois, quoi. Donc ça, c'est le premier cerceau. Le deuxième cerceau, le cerceau intermédiaire, il est un peu plus bas. Pourquoi est-ce qu'il est allé en bas, on ne sait pas. Mais là, on a dans l'idée de la remonter, cette charbonnière, de la remonter entière, parce que c'est vrai que c'est... Et le chapeau, tu m'as dit qu'il servait de... Le chapeau, on s'en servait pour justement pour coiffer une cuve d'eau. Voilà la charbonnière de l'Ubaguette. Voilà, donc là, on a l'exemple type de la technique qu'utilisaient les anciens. Ça a commencé par les moines bénédictins en fait. Voilà comment on a bâti un mur. Donc des grosses pierres en façade. Derrière, des petites pierres, des pierres plus petites. Bon, excepté ces quelques-unes, mais plus on va dans le mur, plus on a des petites pierres. Et en fin de compte, la partie cultivable se rajoute à la fin. Il rajoutait à peu près, allez, je dirais 50 cm, voire 1 mètre de terre arable. Sinon, tout le dessous, c'est que du remblai, de la pierre. D'accord. Parce qu'en fin de compte, ça permet de filtrer l'eau. L'eau, en fait, elle circule à travers les rochers et elle sort par le rocher. Tandis que s'il n'y avait que de la terre, ça gonfle, ça pousse et hop, le mur s'en va. D'accord. Alors quand on marche sur les terrasses et les milliers de terrasses des Cévennes, c'est tout fait comme ça? C'est tout comme ça. C'est colossal. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait l'assise du mur, il commençait à mettre des grosses pierres, et puis au fur et à mesure qu'il montait le mur, en fin de compte, on appelle ça du rèble, des petits cailloux, tout ça, il réblait derrière, il mettait pas de la terre, du caillou, pour filtrer en fait. Et en fait, le mur, il a du fruit celui-là, il a beaucoup de fruits, et en fait, à ce niveau-là, au niveau de la cime du mur, ça partait en fin de compte, le rèble partait en oblique. Ouais. Et après, tout en gros, on a un triangle en fait. Oui, tout à fait. On a un triangle. On le voit bien. Chaque mur, c'est un triangle. Là, on ne s'en rend pas compte parce que la forêt a repris un petit peu le dessus, mais toutes les pentes étaient colonisées par des murs comme ça. Il y a les murs qu'on voit encore et ceux qu'on ne voit plus. Et il y en avait de partout. Toutes les pentes avaient été construites. C'est un boulot colossal. Colossal. Donc ce qui est merveilleux aussi, c'est de voir toutes ces constructions de murs et les escaliers qui sont attenants aux murs, évidemment, qui sont construits dans la masse pour rejoindre les différentes terrasses. Pratique, hein? Plutôt, oui. Donc là, c'est un autre aspect de la culture sur Fouguérolles. C'est le même aspect, disons, pour les murs, mais c'est un autre aspect dans le paysage. C'est-à-dire que tu es en contact direct avec une grande pente, avec la vallée, avec le Riotor. Là, on est en contact, oui. Là, c'est carrément le granit. Le socle granitique sur lequel les Cévennes sont appuyées, là, on le touche du doigt, quoi. On est au granit pur, là.
Et les anciens, toujours dans l'esprit de culture, Ben avaient voilà. fait des murs partout ici. Bien sûr, aussi. bien sûr. Et là, je veux dire, c'est un endroit qui est assez magique, parce que quand on voit qu'ils ont fait ne serait-ce qu'un mètre de mur, mais quand on voit où appuie le mur, c'est quelque chose de... On se demande comment ils arrivent à faire tenir des murs là. Mais Non. la technique est identique. C'est-à-dire que là, comme la pente est comme ça, ils ont commencé à mettre un petit caillou là, puis un autre dessus avec un derrière, puis un autre qui coiffe les deux, et ainsi de suite. Et ils ont monté la murette qui tient encore. Ça, c'est profond respect quand on voit ça. Et la gestion de l'eau, Bruno? Donc tu vois, en fait, les anciens, ça remonte à l'époque des moines bénédictins. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, quand ils sont arrivés en Cévennes, c'était entre le 4e et le 6e siècle, hein. Donc ça remonte à un paquet d'années. Ils ont eu un double but. C'était empêcher, du moins limiter l'érosion, et puis faire en sorte qu'en construisant des petites murettes, ils puissent retenir cette terre et ainsi développer de la culture dessus. Mais ici, on est face à un ouvrage qui n'a rien d'agricole, quoi. C'est un ouvrage vraiment destiné à éviter l'érosion, en fait, à limiter du moins l'érosion. Et là, on est dans un ruisseau, il y en a une vingtaine d'ouvrages comme ça. Et beaucoup de petits ruisseaux possèdent ce genre d'ouvrages. Mais c'est colossal, parce qu'il faut imaginer, il y a quoi? Il y a à peu près 5 mètres de hauteur. Il faut imaginer ce qu'il y a derrière, parce que derrière, c'est un coupe. Hein. Là, il y a des mètres cubes de terre et de pierre, quoi. Tu appelles ça comment, hein? Un reste, en patois. En fait, c'est une prise, quoi. Et dans le cours d'eau plus bas, dans le Riotor, la même technique a été employée, mais pour canaliser, pour faire partir des petits bézals sur le côté, pour irriguer des propriétés plus en aval. Alors c'était les bâtisseurs. Hein. On dit qu'il y avait les bâtisseurs des cathédrales, mais même en Cévennes, il y a eu des sacrés bâtisseurs. L'autre aspect de la domestication de la nature en Cévennes, c'est la maîtrise de l'eau. L'eau qui est la véritable artère de vie de la vallée. Alors cette rivière, ce Riotor, il a été dompté par les habitants au fil des siècles. Ce sont eux qui ont construit des bézales. Ces canaux que l'on voit tout au long du Riotor et qui amènent l'eau dans différents points de culture et d'alimentation des hommes et du bétail. C'est ce que Bruno va nous montrer maintenant. On va descendre avec lui la rivière sur quelques centaines de mètres et on va y découvrir des ouvrages inimaginables. Bon, mais on va suivre Bruno sur le Bézal, donc qui est rive gauche. Alors que le village à irriguer, c'est rive droite. Des endroits comme ça, il faut passer vite. Hein. Là, on surplombe une dizaine de mètres la rivière. Hein. Ça fait 400 mètres qu'on suit le Bézal. C'est toujours le même principe, des murs extrêmement droits. On imagine très bien le travail de titan abattu par nos ancêtres. Alors on arrive à un endroit vraiment spécifique là, de la balade et de l'irrigation. Ouais. Le pont de Gorga.
qui a été construit en même temps que la prise, en même temps donc, que le Bézal. Et en fait, s'il a été construit, c'est parce que quand ils ont sondé un petit peu le terrain, qu'ils ont regardé un petit peu la topologie du terrain, ils ont préféré partir de ce côté-là pour faire le Bézal, qui c'était beaucoup plus facile pour eux. Mais comme la propriété a irrigué et rive droite, ben à un moment donné, ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire un pont. Et pas n'importe quel pont, puisque c'est, moi j'appelais ça notre petit pont du Gard, parce qu'il y a une première arche principale, surmontée de deux autres arches, et il y avait donc le Bézal qui passait en haut. Donc c'est vraiment la même construction, le même type de construction. Et ça date de quand ça? Bah ça c'est pas forcément les moines bénédictins qui l'ont construit, c'est plutôt les générations après, quand ils ont commencé à s'installer, à exploiter les propriétés. Ils avaient besoin d'eau et donc ils se sont rendus compte que la meilleure façon pour exploiter l'eau, c'était de la faire revenir d'un peu plus haut. D'accord. Mais bon, là c'est un ouvrage titanesque, quoi. Je veux dire, c'est arriver à faire ce pont là. Ils n'ont pas dû faire ça en une journée, quoi. Non, je pense. Il y a quelques années de boulot, à mon avis. Mais bon, il est malheureusement bien malade. Ah, moi j'avoue que j'éprouve toujours des frissons quand je passe là-haut. C'est pas le vertige, hein, c'est vraiment le. Ça fait combien de temps qu'on le connaît? Une dizaine d'années. C'est merveilleux. Voilà. Il s'est arrangé pour que le riotor coule là, dans cette pierre. Attends, comment ça peut être possible? Phénoménal. Le riotor il est à 60 mètres en contrebas. Eh oui. Eh ben oui, mais il est arrivé. C'est trop quand même. Hein. Mais comment ils ont fait? Ils ont fait qu'ils ont creusé une galerie. Sous le riotor? Là, ils ont creusé une galerie qui part de là, qui passe sous la montagne carrément. Alors comment, je sais pas. Est-ce qu'ils avaient des outils miniers à l'époque? Mais le fait est là, c'est que cette galerie qui débouche là, on la retrouve auprès de Roc, dans l'autre méandre derrière, après le Gour du Fer. Ah oui, c'est un tunnel. Un tunnel. Mais il y a combien? Il y a au moins 500 mètres quoi. Ah oui, facile. Et donc, ils arrivent à récupérer une partie du riotor pour la faire couler là, pour irriguer tous ces champs qu'on vient de traverser. C'est le point d'orgue de leur folie, quoi, quelque part. Parce que déjà que ce qu'on a vu, c'est phénoménal, mais là. Alors on est de l'autre côté du tunnel là. Voilà, de l'autre côté. On voit le bout du tunnel quoi. Le bout du tunnel. Et donc là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont profité de ce genre de petits barrages naturels que faisait la rivière pour. Ça fait presque un barrage naturel. Ils rajoutaient simplement une poutre qui calait là où est mon pied et il la coincé dans ce cercle en fer. Ils mettaient des cailloux, de la terre, des choses comme ça. Et en fin de compte, ils creusaient là. Le niveau de l'eau montait. Hop, ils prenaient le tunnel et ça arrivait de l'autre côté. Voilà la technique qu'ils employaient. Mais là, on le recreuserait proprement. Je pense qu'il faudrait baisser facilement, pas d'un bon mètre, mais presque, et refaire le barrage. On aurait de nouveau de l'eau de l'autre côté, c'est sûr. Parce que je pense que de la manière qu'ils avaient bâti ce tunnel, c'est du costaud. Hein. Je ne pense pas que ça se soit écroulé.